Merci Gilles, Monseigneur, cher Gilles, cher Vincent, chers amis. C'est une joie d'avoir pu passer ces 3 jours avec vous, d'avoir pu enfin nous retrouver pour partager, échanger, réfléchir ensemble. Et ce que je viens d'entendre donne plein d'idées. Donc merci beaucoup pour toutes ces idées, toutes ces rencontres, tous ces partages. On le constate une fois de plus que rien ne peut remplacer ces moments de rencontre et d'échange. Une joie assombrie, nous l'avons évoqué en début de cette matinée, par le décès d'André Antibi. Au début de son propos, vendredi, André Antibi a rappelé que, dès le début de son aventure, l'enseignement catholique s'était engagé auprès de lui, avec lui, au départ avec Paul Malartre, dans ce combat pour une juste évaluation. Combat qui s'inscrit parfaitement dans notre projet. Jusqu'au bout, André Antibi se sera battu pour faire changer les pratiques. Merci, Monsieur Antibi, pour votre courage et votre persévérance. Et je veux exprimer à son épouse, à ses enfants, ses amis, toute notre gratitude et les assurer de notre amitié et de notre prière. Merci à chacun de vous ici présents et à ceux qui nous ont suivis ou qui nous suivent encore aujourd'hui, je ne sais pas, à distance. Merci pour votre engagement quotidien au service des familles, au service de nos établissements, au service de notre projet chrétien d'éducation. L'appel est une richesse pour l'enseignement catholique. Votre engagement nous est précieux. Merci à Vincent Ménardeau et à toute l'équipe organisatrice de ce congrès. Bravo, c'est un très beau congrès. Permettez-moi aussi de féliciter votre président, Gilles, et Vincent, votre vice-président, pour leur réélection. La charge est lourde, et je veux particulièrement les remercier ainsi que leurs familles. Gilles le rappelait un instant, depuis 3 ans, j'ai la joie de travailler avec cette équipe. Je suis heureux de poursuivre ce travail avec vous. Parents et écoles, bougeons-nous pour que l'école change vraiment. Le thème de votre congrès est ambitieux et s'inscrit parfaitement dans la démarche prospective que nous avons initiée. Je crois profondément que l'école catholique, avec son projet spécifique, dont la source est l'évangile du Christ, constitue une belle réponse aux défis actuels de notre société. L'école catholique doit demeurer une force de proposition éducative et pédagogique comme elle a toujours su le faire. L'école catholique doit oser, expérimenter, chercher, en utilisant toutes ses marges de liberté pour offrir l'excellence éducative et pédagogique à chacun. Oui, chers amis, chaque jeune qui nous est confié a le droit à l'excellence éducative et pédagogique, qu'il s'engage dans la voie générale, dans la voie technologique ou la voie professionnelle, par voie scolaire ou par apprentissage. Pour permettre ces évolutions nécessaires, nous avons besoin de tous les acteurs des communautés éducatives, chacun dans ses responsabilités et avec ses compétences. L'établissement, sous la conduite du chef d'établissement, demeurant le premier acteur du changement. Nous devons travailler dans une véritable responsabilité en partage, dans une démarche de type synodal, c'est-à-dire marcher ensemble sur un même chemin, en veillant toujours à lier subsidiarité, solidarité et recherche du bien commun. Nous devons, au sein de nos communautés éducatives et entre les différents acteurs de l'enseignement catholique, entretenir un climat de confiance et de fraternité.
Je sais, oui, je sais, chers amis, que c'est bien dans cet esprit que vous voulez avancer. C'est dans cet esprit que nous vivons la démarche prospective à laquelle vous participez avec un réel engagement. Comme Vincent l'évoquait vendredi, il ne s'agit pas de tout changer dans l'école, mais de la faire évoluer en partant de nos réussites. J'ai toujours défendu, comme enseignant, comme chef d'établissement, comme directeur diocésain et aujourd'hui comme secrétaire général de l'enseignement catholique, la pédagogie de la réussite pour les élèves, celle qui consiste à partir de leurs réussites plutôt que de leurs échecs pour les faire progresser. À la lecture d'un bulletin de notes d'enseignants ou de parents, on a souvent tendance à s'attarder sur les mauvaises notes, rarement sur les bonnes notes. On a souvent tendance à demander aux jeunes « Mais pourquoi as-tu eu 4 en histoire-géographie » Rarement. « Comment as-tu fait pour avoir 18 en maths » Il ne s'agit pas de gommer les difficultés ou les insuffisances, mais bien de permettre aux jeunes de l'aider à comprendre ses chemins de réussite pour remédier à ces difficultés. Eh bien, je crois qu'il faut généraliser cette façon de faire à tous les actes de notre vie, comme nous y a invité Frédéric Bedos au début de son congrès. Veillons à relever tout ce qui se vit de beau et de bien dans nos établissements, de souligner les belles initiatives. Il y en a dans chaque établissement. Alors, partant de ces réussites, nous parviendrons à améliorer l'école. La question a été posée de savoir ce qui pourrait changer à partir de demain. J'aurais une proposition à vous faire. Et si nous prenions la décision d'évoquer ce qui va bien, avant de toujours parler des trains qui déraillent, de remercier avant de critiquer. Les acteurs de nos communautés éducatives en ont tant besoin. Oui, chers parents, les chefs d'établissement, les enseignants, les personnels ne sont pas parfaits. Mais comme ça fait du bien d'avoir des merci, n'oublions pas de dire merci, de remercier ce corps enseignant, ces chefs d'établissement qui se sont dévoués sans compter pour traverser, notamment pendant cette crise du Covid. Vous les avez aidés, vous les avez épaulés, et je vous en remercie. Mais sachons dire merci. Eh bien, je suis certain alors que si nous adoptons de telles attitudes, le chemin du changement sera moins sinueux. Vous avez proposé 5 défis pour l'école. Aider le jeune à grandir dans sa globalité, accueillir chaque jeune tel qu'il est, accompagner chaque jeune et l'aider à trouver sa place dans le monde, adapter les pratiques pédagogiques à chaque jeune, repenser l'évaluation. Nous pourrions peut-être, évidemment ça va affaiblir ces défis, mais résumer ces défis en une phrase. En fait, ce que vous proposez, c'est comme ça que je l'ai lu, compris, c'est d'accueillir chaque jeune comme une personne unique et l'accompagner dans sa construction humaine, intellectuelle et spirituelle avec une attention particulière aux plus pauvres et aux plus fragiles. Nous sommes bien là, au cœur de notre projet éducatif, au cœur du projet de l'enseignement catholique. Oui, nous accueillons d'abord une personne avant d'accueillir un élève, même si la mission première de l'école est bien celle d'instruire. Oui, nous accueillons un enfant ou un jeune avec sa famille. Il s'agit bien pour nous de rejoindre chaque jeune là où il est, avec ses qualités et ses faiblesses, avec ce qu'il a reçu ou qu'il n'a pas reçu, avec son histoire, avec ses rêves, avec ses projets,
avec ses questions, avec sa quête spirituelle, le rejoindre et de l'aider à se construire, cheminer avec lui pour qu'il devienne un adulte libre, responsable, ouvert au monde et aux autres et capable d'aimer. C'est ça le chemin du bonheur. L'accueil de tous pour l'enseignement catholique, vous le savez, n'est pas un slogan, mais une réalité que nous essayons de vivre au quotidien, convaincus que c'est dans la rencontre de l'autre différent qu'un jeune peut se construire. Dans cet accueil, nous devons veiller à l'accueil des plus fragiles et des plus pauvres, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Car renoncer à l'accueil des plus pauvres et des plus fragiles, c'est renoncer à vivre l'Évangile au quotidien, car c'est le Christ qui nous le demande. C'est donc renoncer à notre caractère propre et donc à notre existence. Mais nous le savons, il existe des freins à cet accueil. Certains ont été évoqués tout à l'heure. Mais il y a aussi des freins qui ne dépendent pas complètement de nous, que Gilles, dans son discours programmatique, a présenté, a rappelé. Celui de la restauration scolaire et de l'aide à la restauration scolaire et plus généralement des aides sociales attribuées uniquement aux élèves du public et celui notamment de la prise en charge des AESH hors temps scolaire. Ce sont deux dossiers fondamentaux que nous ne manquerons pas de présenter au ministre dès que nous pourrons le rencontrer. Parce que si ces dossiers n'évoluent pas, nous serons toujours limités dans l'accueil des plus pauvres et des plus fragiles. Donc je continuerai avec vous à défendre inlassablement ces dossiers. Mais nous avons besoin de vous, parents, pour faire, pardonnez-moi l'expression, mais pression sur vos élus pour que la loi change et gomme ces injustices, cette forme de discrimination particulièrement insupportable lorsqu'il s'agit de jeunes en situation de handicap. Nous y arriverons. Je ne sais pas quand, mais nous y arriverons. Alors oui, mes amis, l'évolution de l'école est possible. Nous pouvons lever les freins qui peuvent être de diverses origines. À ces changements, n'oublions pas, sans démagogie, d'associer pleinement les jeunes. Oui, l'école doit changer, oui, l'école doit s'ouvrir au monde. Ainsi, nous répondrons à l'appel du pape François et de son pacte éducatif global, en rappelant qu'il faut tout un village pour éduquer un jeune. Un pacte qui doit permettre, nous dit le pape, de raviver l'engagement pour et avec les jeunes générations, en renouvelant la passion d'une éducation plus ouverte et plus inclusive, capable d'une écoute patiente, d'un dialogue constructif et d'une compréhension mutuelle. Il s'agit, poursuit le pape, d'unir nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de surmonter les morcèlements et les oppositions et recoudre le tissu des relations en vue d'une humanité plus fraternelle. Alors, mes amis, ensemble, c'est possible. Ensemble, bougeons-nous. Merci pour votre engagement. Je vous remercie.